Bonjour. Pour moi, la beauté, c'est plus lié à une énergie positive et à la singularité aussi. La beauté, pour moi, c'est l'harmonie entre les défauts et les qualités. Pour moi, c'est quelque chose de parfaitement imparfait, la beauté. C'est aussi à l'intérieur de soi. Si on se sent bien, eh ben, on va se sentir beau. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette table ronde. Elle est consacrée à la perception des impacts environnementaux, sociétaux et sociaux de la médecine et de la chirurgie esthétique. Pour en discuter, nous accueillons le docteur Isabelle Rousseau, le docteur Dabia Toulali et le docteur Emmanuel Hélard. Cette table ronde va durer 45 minutes. Elle va porter sur les sujets suivants: la place du digital dans les pratiques, les enjeux de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, l'accompagnement du patient, de sa protection et de sa sécurité. Voilà, je vous présente tout de suite nos invités. Docteur Isabelle Rousseau, bonjour. Vous êtes dermatologue esthétique, oui, vice-présidente du syndicat des dermatologues, responsable de la formation des assistants dermatologues. Vous êtes également présidente du congrès DEFI, un congrès incontournable dans le domaine de la médecine esthétique. Alors, bien comprendre nos impacts environnementaux et sociétaux, qu'est-ce que cela vous inspire ? Ça m'inspire beaucoup parce que dans la vie de tous les jours, je fais très attention à ce que je fais. J'essaye de recycler le maximum, je ne jette rien, je fais attention à ce que j'achète, je mange bio, etc., etc. Donc je pense que dans ma vie professionnelle, je fais la même chose. Donc je fais attention à ce que j'injecte chez mes patients, à ce que je prescris comme produit. Voilà, je suis très, très à cheval sur tout ça. D'accord, donc vous faites très très oui, attention à l'environnement dans votre pratique. Oui. Docteur Dabia Toulali, bonjour. Vous avez commencé votre carrière par la médecine générale, puis vous êtes passionné pour la médecine esthétique que vous exercez depuis 2011. Votre devise en médecine comme en médecine esthétique réside dans la prise en charge globale du patient. Toujours en quête d'apprentissage et de perfectionnement, vous travaillez en tant que formatrice pour de nombreux laboratoires. Vous êtes également conférencière et participante à de nombreux congrès nationaux ou internationaux qui sont bien évidemment des vecteurs d'échange et de progression. Même question, comprendre les impacts environnementaux et sociétaux de la profession. Est-ce d'abord un sujet d'actualité, un sujet qui s'impose aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est un sujet qui s'impose parce qu'on a dans nos cabinets énormément de gestion de déchets. On utilise des matériaux à usage unique. On va développer tout à l'heure, mais c'est très intéressant et il faut sensibiliser l'opinion, sensibiliser les patients et nos confrères pour qu'on puisse mieux gérer. C'est pas toujours facile, mais il faut avancer dans ce sens, je pense. Docteur Emmanuel Hélard, bonjour. Vous êtes docteur en médecine, diplômé de la faculté Pierre et Marie Curie, Paris 6, titulaire d'un diplôme interuniversitaire de médecine morphologique et anti-âge à Lyon 2. Et vous êtes spécialisé dans les injectables avec un diplôme universitaire des techniques injectables de Créteil, Paris 12. Vous êtes également fondateur de la start-up NextMotion qui propose des solutions innovantes pour digitaliser les besoins en médecine et chirurgie esthétique via un logiciel de gestion des patients et une application de prise de photos avant-après. Alors justement, cette digitalisation entre dans le vif du sujet, bien comprendre nos impacts environnementaux. De quelle façon ? Tout à fait. Je pense que c'est un défi, pas seulement pour notre profession en médecine esthétique, mais c'est pour toutes les professions. On utilise énormément de matériaux à usage unique, des biomatériaux également. Et on essaie de faire tous très attention à faire du recyclage. Et l'idée, en fait, c'est d'essayer de se diriger vers des matériaux biodégradables, recyclables. Et c'est les défis de demain auxquels on est tous en train de faire face. Et la digitalisation, elle permet de mieux respecter l'environnement tout en... La digitalisation, c'est l'objectif zéro papier qu'on est en train de se fixer avec ma start-up via les logiciels qu'on est en train de produire.
Aujourd'hui, on utilise énormément de papier, que ce soit pour faire signer les consentements éclairés en triple exemplaire, pour faire de la traçabilité des produits injectés. Ce papier doit être conservé pendant très longtemps, ça prend de la place dans nos cabinets. Souvent, c'est jeté. L'idée, avec un logiciel qui digitalise à 100% la pratique, c'est de remplir la mission, de respecter l'environnement et d'avoir un impact le moins négatif sur l'empreinte carbone qu'on peut avoir. Et la digitalisation, elle permet aussi de rester proche des patients. Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que j'ai développé cet outil en fonction des besoins et des retours de mes patients, parce que je continue toujours à pratiquer à côté de ma start-up. Et l'idée, c'est d'essayer de renforcer le lien avec les patients. Mon logiciel offre la possibilité de souscrire à un portail patient personnalisé qui permet de garder le lien avec ses patients, de consulter les plans de traitement, mais également de voir les photos avant-après, ainsi que la traçabilité des produits utilisés. Ils ont la possibilité de signer également tous leurs documents à distance, ce qui permet de se débarrasser du papier et d'être plus efficace. Simplement. Docteur Isabelle Rousseau, peut-être un petit mot sur l'intelligence artificielle. Elle peut révolutionner la manière dont les médecins abordent le diagnostic et le soin. Est-ce une avancée ou un risque, selon vous, pour le suivi des patients? C'est une question difficile. Et oui, je pense que dans toute nouveauté, il y a toujours un progrès et toujours quelque chose de... Il y a toujours du positif et du négatif. Hein, donc, par exemple, en dermatologie, c'est vrai qu'on a maintenant des machines qui permettent de photographier, par exemple, les grains de beauté et de les comparer, etc. etc. C'est bien, mais je pense que l'œil humain va quand même toujours rester indispensable. Enfin, je pense, sincèrement. Je pense que la machine doit nous aider, pas faire à notre place. Oui, ben d'ailleurs c'est le rôle qu'on lui souhaite, hein, de ne pas remplacer le médecin. Oui, mais parce que mais bon, je pense qu'il faut être vigilant quand même. Faut faire attention. D'accord. Hein, parce que on a toujours cet aspect humain et on a toujours ce relationnel avec le patient dont vous parliez, qui est quand même indispensable. Et avec une machine, si on rentre dans une machine et qu'on dit c'est bon, on va revenir dans un an, la machine parle, vous imaginez. Je veux dire, c'est quelque chose qui serait vraiment inhumain. Complètement. Docteur Dabia Toulali, un petit mot aussi de l'intelligence artificielle qui peut, ou qui va même révolutionner le diagnostic et les soins. Pour vous, c'est un avantage, un inconvénient, les deux? Ça peut être un avantage parce que ça peut être une aide, et c'est marrant parce que j'ai pas mal de patients qui arrivent aussi avec... ça, c'est le côté dangereux avec leurs photos prises sous intelligence artificielle, avec le devenir qu'ils veulent avoir. Et donc, ils nous poussent vers une certaine pratique qu'on n'a pas totalement envie de suivre. Bien sûr. Donc, à nous d'être médecins, de rester médecins, d'être vigilants et de les conseiller en rapport avec ce qu'ils ont envie d'être, évidemment, bien sûr. Mais il faut faire attention. Ceci dit, c'est une grande aide, par exemple, pour les diagnostics au niveau de la peau, établir des plans de traitement, ça va beaucoup plus vite, c'est intéressant. Il y a de plus en plus de logiciels très intéressants. Pour bien comprendre les enjeux de cette table ronde, la rédaction de Anti-Âge Magazine a rassemblé quelques éléments d'information sous forme de slides. Lydia Aïtamouda va nous les présenter. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un enjeu crucial pour les entreprises du secteur de la santé. Notamment en médecine esthétique, la responsabilité sociétale des entreprises ou RSE et l'impact croissant du digital. Quelles sont les bonnes pratiques et comment la technologie transforme-t-elle notre façon de soigner et d'interagir avec les patients? Commençons par la responsabilité sociétale des entreprises. Il s'agit d'un cadre qui incite les entreprises à être responsables non seulement économiquement, mais aussi de manière sociale et environnementale. La norme ISO 26000 définit 7 principes clés dont voici quelques exemples. La gouvernance de l'organisation, les conditions de travail, la protection de l'environnement et la protection des consommateurs. Les entreprises de santé, qu'elles soient cliniques ou centres esthétiques, doivent relever plusieurs défis majeurs pour répondre aux attentes des patients et de la société. Ces défis peuvent inclure l'accès aux soins pour les populations les plus défavorisées, la qualité des soins respectant des normes éthiques et médicales, la protection des données médicales, qui est un enjeu de plus en plus important avec la numérisation des dossiers médicaux, et enfin la gestion responsable des ressources et des déchets médicaux.
La digitalisation et l'essor des réseaux sociaux ont également un impact sur les pratiques de la médecine esthétique. Le digital occupe une place centrale dans la communication des cabinets médicaux et esthétiques, mais aussi dans la perception des standards de beauté. Les réseaux sociaux en particulier redéfinissent les standards à travers des tendances comme le fox eye ou les Russian lips. Ces normes simplifiées par les influenceurs et les célébrités influencent fortement les attentes des patients, parfois au détriment de leurs approches les plus personnalisées. Mais le digital ne se limite pas aux tendances esthétiques. L'intelligence artificielle révolutionne également les soins. Je laisse nos experts vous expliquer un peu plus l'intelligence artificielle. Merci Lydia pour ces explications et ces données qui nous permettent de mieux comprendre sur quel levier les praticiens vont pouvoir et vont devoir agir dans un futur proche. Nous allons en débattre dans quelques instants, mais avant, nous marquons une courte pause. Bonjour. Pour moi, la beauté, c'est plus lié à une énergie positive et à la singularité aussi. La beauté, pour moi, c'est l'harmonie entre les défauts et les qualités. Pour moi, c'est quelque chose de parfaitement imparfait, la beauté. C'est aussi à l'intérieur de soi. Si on se sent bien, eh ben, on va se sentir beau. En parlions il y a quelques minutes avec Lydia, donc l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, mais également plus simplement la téléconsultation sont des outils qui s'ancrent de plus en plus dans vos pratiques. Comment les utilisez-vous? Comment allez-vous les utiliser dans un futur proche, Dr Hellard par exemple? Alors l'intelligence artificielle occupe aujourd'hui quasiment tous les champs de la société. Nous, ça nous aide beaucoup dans les diagnostics. Maintenant, on va prendre une photo d'un patient et l'IA peut analyser son visage et avec un algorithme nous dire quelle zone traiter, quel pourcentage de déshydratation de la peau les patients peuvent avoir. C'est un outil. Comme tous les outils, il faut savoir s'en servir et c'est complémentaire de l'humain. Comme le disait le docteur Rousseau, c'est indispensable de se servir de ces outils-là comme de complément pour pouvoir nous aider à prendre la bonne décision. Ça peut également nous aider à traiter nos patients. Ça peut nous proposer des plans de traitement qui sont les plus pertinents pour eux. Encore une fois, c'est un complément. L'IA, c'est un algorithme. Comme tous les algorithmes, il peut y avoir parfois des bugs, des choses qui sont un petit peu farfelues. Et on est là justement pour essayer de remettre les choses dans la bonne direction. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Un autre outil qui est très intéressant, c'est la réalité augmentée. Les patients maintenant peuvent voir le résultat en temps réel des interventions qu'on peut leur proposer. C'est un très bel outil également qui permet aux patients de mieux se projeter. Évidemment, il peut y avoir des dérives dans tout ça. L'idée, c'est de rester éthique et de savoir dire stop pour pouvoir emmener le patient dans la bonne direction et lui offrir des résultats harmonieux. Donc tous ces outils sont magnifiques. C'est impératif de savoir s'en servir. C'est ce que je dis lors de mes conférences. Si on ne prend pas en main cet outil, on sera remplacé demain par des gens qui sauront correctement le prendre en main. Donc je pense que c'est urgent qu'on puisse se former et être ouvert à toutes les possibilités que nous offre l'IA aujourd'hui. Docteur Isabelle Rousseau, est-ce que ces nouvelles technologies peuvent vous aider dans votre exercice ? On parle par exemple aussi même de l'échographie pour mieux connaître les antécédents d'un patient en médecine esthétique. Alors, moi je suis un peu, on va dire, de la vieille école. Donc pour l'instant, je me suis pas... Mais je suis dermato, donc ça fait
plus de 40 ans que je regarde avec mes yeux, que je touche avec mes mains. Et voilà, je pense que rien ne remplacera ça. Mais je suis tout à fait consciente que vu la demande aussi, qui est très très importante, aujourd'hui, quand j'ai commencé, c'était un tout petit peu, moi j'ai commencé un peu à la fois, hein. On avait les peelings à la résorcine et puis voilà, on n'avait rien du tout. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je pense qu'il faut absolument prendre le train en marche, ça, je suis absolument d'accord. Maintenant, attention, parce que c'est vrai que quelquefois, quand les patientes arrivent avec la photo d'Angelina Jolie en disant voilà, je veux ça, voilà, on n'est pas. Hein, il faut quand même avoir un peu de psychologie, hein, et apporter aux gens ce qu'on peut faire. Hein, moi, je pense que pour moi, c'est la meilleure chose, c'est-à-dire qu'il faut analyser le visage et notre œil et dire voilà, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça, parce que bon, les machines, c'est bien, mais il faut quand même un contrôle humain, absolument. Et un accompagnement des patients. Ah oui, bien sûr, parce que les patients demandent aussi les patients aiment bien venir. Moi, je vois, j'ai des patients qui viennent tous les mois parce que, bon, à la limite, parce qu'elles s'ennuient chez elles et qu'elles aiment bien. Non, mais on les chouchoute un petit peu. Voilà, on leur fait un petit café, on leur fait leurs soins et puis elles repartent. Et le moral va mieux. Quand on arrive et qu'on dit bon ça va bien, madame, oui, maintenant que je vous vois, tout va mieux. Bon, ça arrive souvent. Vous voyez, on est là pour faire du bien aux gens. Donc les machines, je ne sais pas si vraiment ça fera la même chose. Docteur Dabia Toulali, ces nouvelles technologies doivent-elles s'accompagner plus que jamais d'un accompagnement psychologique ? Ah oui, complètement. Parce qu'on a de plus en plus, et il y a de plus en plus de dysmorphophobes dans les patients, et ça commence très jeune, probablement lié aux réseaux sociaux, aux filtres qui sont, à mon avis, intéressants mais dangereux. Donc quand c'est mis dans des mains d'esprits jeunes et qui n'analysent pas, elles ont des idéaux de beauté transportés par les médias. Et puis voilà. Donc à nous de surveiller ça. On est médecins avant tout. Donc essayer d'être dans l'écoute, essayer de savoir quelle est la problématique. J'ai une patiente qui est venue jeune et là j'ai failli rater l'aspect psychologique parce qu'elle m'a parlé d'un complexe très important qui était ses sourcils qui n'étaient pas assez hauts et ça faisait des années, dans son petit âge, elle devait avoir 19 ans, majeure mais 19 ans quand même, et je lui ai dit écoutez, je vais vous aider à améliorer ça. C'était vraiment, elle avait fait ses économies pour ça. Et au moment où j'ai voulu l'injecter, elle avait des espèces de scotch tirés comme ça. Elle s'était arraché les 3/4 des cheveux camouflés. Et c'était... Donc j'ai stoppé. Mais heureusement, mais je ne l'avais pas du tout décelé. Elle a été accompagnée ensuite. Je l'ai adressée voir un psy. Mais c'est un exemple. Mais c'est dangereux. En tout cas, c'est intéressant pour nous. C'est intéressant parce qu'on s'inspire aussi également de l'intelligence artificielle. C'est impressionnant. En quelques secondes, on a des diagnostics, on a des idées, des fois des choses auxquelles on ne pense pas. Et donc, ça, c'est une aide, mais ça doit rester une aide. Voilà. Est-ce que, docteur Hellard, l'intelligence artificielle peut bousculer un petit peu le plan de l'éthique ? Comment concilier les deux ? C'est une question très, très complexe. Je dirais que l'œil humain, notre rôle de médecin, est extrêmement important quand on est en face d'un patient. On peut être aidé par des algorithmes d'intelligence artificielle qui proposent certains types de plans de traitement. Mais au-delà de ça, le patient, il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que quand ils viennent nous voir, ils peuvent venir nous voir. Ça peut sembler pour quelque chose de futile, pour une ride ou quelque chose qui paraît anodin, mais en fait, c'est un problème de confiance en soi en général que les gens peuvent avoir. Et quand on réussit un joli plan de traitement, quand on arrive à harmoniser un visage, on arrive à redonner cette confiance en soi aux patients. Et c'est ça qui est magnifique dans notre métier, je trouve. Je pense à une patiente extrêmement timide qui avait énormément de mal à se diriger, à sourire aux autres. Après un très beau plan de traitement que j'ai pu lui faire, elle a retrouvé confiance en elle et elle a réussi à déclarer sa flamme à la personne dont elle est amoureuse depuis longtemps. Et ils sont mariés aujourd'hui avec des enfants. Et c'est de belles histoires comme ça qu'on peut avoir dans nos cabinets. Et au-delà du côté un peu superficiel que les gens peuvent percevoir dans la société, on a vraiment un vrai rôle social en médecine esthétique. Et je trouve que c'est une très très belle chose. Voilà. Très très joli exemple. Merci de nous l'avoir cité. On va parler de la RSE maintenant. C'est aussi la gestion des ressources humaines. Même si vos cabinets, aux uns et aux autres, n'emploient pas forcément beaucoup de personnel, nous avons vu récemment que les charges salariales étaient importantes. Elles freinent souvent de nouvelles embauches. Ce manque de personnel peut-il, faute de temps,
occasionner une moins bonne écoute du patient? Comment vous vivez cette situation, docteur Rousseau? Écoutez, moi je pense que quand on fait de la médecine esthétique, parce que, comme disait Davia tout à l'heure, dans médecine esthétique et surtout médecine, on a quand même les moyens d'embaucher une assistante et une secrétaire. Hein. Bon, et puis si vous avez, moi je forme les assistantes travaillent pour nous, donc en fait, bon, je pense que la balance, elle est toujours positive quand même. Hein. Faut pas se plaindre. Hein. Bon, ça va, voilà. Donc de ce côté-là, ça serait plutôt le contraire. On a plus de mal à trouver des personnes pour travailler. D'accord. Hein, bon. Et je voudrais juste, tout à l'heure, on a oublié de parler de l'échographie. Oui, Oui, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Alors, l'échographie, en fait, ça ne sert pas vraiment pour les indications, mais ça sert surtout pour le dépistage des effets secondaires, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui injecter, je pense qu'un jour, Emmanuel le dira, je pense qu'un jour, on pourra injecter avec l'aide justement d'un échographe pratique d'utilisation pour justement repérer les artères et les veines qui sont sur la peau pour éviter d'injecter du produit dedans. C'est surtout à ça aujourd'hui qu'on pourrait vraiment un jour, je pense, dans un proche avenir peut-être, avoir ça. Parce que si vous voulez, quand on parle d'injections et tout ça, moi je m'occupe des effets secondaires aussi beaucoup. Donc il faut pas oublier que il y a aussi des effets secondaires et que quand on fait du bien aux gens, il faut quand même éviter justement d'avoir des problèmes après. Très bien. Docteur Dabia Toulali, est-ce que vous avez la possibilité de recruter du personnel? Oui, j'ai une personne parce que et une personne qui fait les soins, donc deux personnes pas à plein temps, une à plein temps. Et effectivement, c'est surtout je vous rejoins. C'est surtout dans le recrutement que c'est compliqué de trouver des personnes. On a vraiment du mal à trouver des personnes qui intéressées toujours, mais pas forcément compétentes. Avec toute l'éthique que ça engendre, de recevoir les patients, de savoir gérer, connaître... voilà. C'est plus la difficulté, plus dans le recrutement. Oui, donc si vous aviez trouvé du personnel qualifié, oui, vous auriez pu embaucher plus de monde. Exactement. Docteur Hélard, est-ce que vous avez besoin aussi de personnel? Est-ce que votre entreprise peut recruter davantage? Ou est-ce que vous êtes confronté au même problème que vos consoeurs? Alors moi, j'ai deux activités bien distinctes. J'ai mon cabinet d'un côté, je consulte assez peu, environ 1 jour et demi par semaine. Le reste du temps, je m'occupe de mon entreprise. Du coup, ce que je peux vous dire, c'est que les clients qui ont opté pour ma technologie se sont digitalisés. Et en digitalisant, ça permet d'optimiser énormément son temps de travail. Et du coup, le personnel, bien qu'il soit réduit, est plus efficace et plus focalisé sur le bien-être du patient. Donc en général, la digitalisation permet ça. Ça permet de réorganiser ses efforts pour pouvoir aller dans la bonne direction, dans une bonne prise en charge efficace pour le patient. D'accord, donc ça vous fait gagner beaucoup de temps? Énormément. Alors, un des aspects importants de votre pratique, c'est aussi l'accompagnement du patient. On en a parlé. Il peut être psychologique dans certains cas, avec son suivi, sa protection et sa sécurité. Vous devez le faire évoluer dans un cadre réglementaire et sanitaire strict. Quelle méthode avez-vous déployée en ce sens, docteur Toulali? On est tenu au niveau réglementaire d'avoir des consentements éclairés, une prise de photos pour protéger les patients et les informer au mieux des actes qu'on va réaliser avec leurs effets secondaires, ne pas avoir d'espoir trop important donc de bien estimer pour les protéger ce qu'elles ont envie de devenir au niveau physique et puis ne pas leur donner des espoirs démesurés. Oui, donc être vraiment à l'écoute et puis rester dans ce cadre réglementaire par rapport au consentement, aux produits, essayer d'utiliser vis-à-vis de l'environnement des produits les plus biodégradables possibles et essayer de travailler sur le recyclage. Mais c'est intéressant aussi de sensibiliser les patients parce qu'ils sont sensibles aussi, ils nous influencent. On les influence, mais ils nous influencent également dans cette démarche-là. Donc les protéger, bien sûr, au niveau des données informatiques qui sont de plus en plus nombreuses, essayer d'avoir un cadre vraiment de respect des données et garder le secret médical qui est essentiel dans notre métier. Et le cadre réglementaire que vous appliquez repose essentiellement sur le consentement du patient ou est-ce qu'il y a d'autres aspects de ce cadre réglementaire à citer? Alors, au niveau du cadre réglementaire de la protection des patients, c'est
essentiellement le consentement éclairé, bien leur expliquer les enjeux, ce qu'on va leur faire comme projet de soins et protéger leurs données, les données des patients. Docteur Emmanuel Hélard, et vous, cette digitalisation, elle nécessite aussi de protéger les données, que ces données ne partent pas Évidemment. on ne sait où. Évidemment. Alors moi, déjà, en tant qu'éditeur de logiciels, c'est une question qui est centrale et extrêmement importante. Donc, nous, on utilise des serveurs qui sont basés en France, qui sont listés par la HAS comme serveurs qui peuvent héberger des données de santé. Nos clients, eux, ils sont tenus de les protéger en mettant un mot de passe avec une double sécurité, évidemment. On essaie de mettre en place vraiment toutes les normes possibles et imaginables pour que le patient puisse être en sécurité d'un point de vue numérique. Il y a également dans les cabinets des normes de sécurité sanitaire qui sont évidentes, qui tournent autour de l'asepsie, du recyclage de tous les déchets sanitaires et biologiques qu'on peut avoir. On essaie de faire évoluer ces normes. On essaie de faire également des retours sur certains accidents qu'on peut avoir avec certains types de traitements qu'on peut prodiguer en partenariat avec les laboratoires et certains organismes pour pouvoir faire évoluer ces normes et contribuer à une meilleure sécurité du patient. Docteur Isabelle Rousseau, avez-vous mis en place des méthodes pour faire évoluer le cadre réglementaire et sanitaire afin que vos patients soient traités en toute sécurité? Écoutez, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vous avez déjà dit, mais oui, on suit bien évidemment, on suit la législation, on fait attention, on essaye vraiment que les patients soient le plus... mais je pense que si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, je gère beaucoup les effets secondaires des produits. Et c'est vrai que, malheureusement, on va dire, voilà, il peut y arriver ça ou ça, et puis quelquefois, c'est à côté, quoi. Hein, donc on peut pas tout prévoir, on peut pas tout dire, mais on essaye de faire le maximum, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, les gens ont besoin d'être rassurés, ont besoin de... Mais après, il y a des gens qui sont très curieux, qui vont vraiment poser des questions pointues, et puis il y en a qui nous font confiance à 100%, et qui, voilà. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un... Mais je pense qu'avec justement les réseaux sociaux, tout ça, je pense que les gens sont de plus en plus curieux quand même, et vont demander un peu ce qu'on leur injecte, où ça va, qu'est-ce que ça... Mais c'est pas encore vraiment dans les mœurs, hein. Donc, moi, je sais pas, on me demande pas souvent qu'est-ce qu'il y a dans le produit, je serais de ça, quoi. Des trucs pointus, je veux dire, pas des... donc, oui. Alors, il y en a déjà plein qui connaissent pas la différence entre l'acide hyaluronique et le Botox. Alors là, mais c'est vrai, beaucoup. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut aussi de l'éducation. C'est pour ça qu'on essaye aussi de faire des articles sur Instagram et tout ça, pour un petit peu éduquer. Après, il faut que les gens nous lisent. Oui, mais c'est pour ça que c'est important aussi qu'on ait des sociétés, des magazines comme Anti-Âge et tout ça qui apportent vraiment une information pointue. Alors, concernant les effets secondaires, les complications, comment vous pouvez les gérer? Si c'est des patients qui viennent après un traitement effectué chez quelqu'un d'autre, ou si le traitement a été fait chez vous, par exemple? Alors là où c'est un petit peu compliqué, c'est quand c'est réalisé par un médecin ou quand c'est réalisé par des fake injectors également, on ne sait pas vraiment ce qui a été introduit comme produit. J'ai eu récemment une patiente, habituellement dans le consentement éclairé, je pose toujours la question si elles ont reçu, et ça c'est vraiment alertant, des produits non résorbables et qui sont interdits depuis plus de 15 ans, voire 20 ans, voire plus. 2007. Oui, exactement, 2007. Et j'ai eu une jeune fille, habituellement une jeune fille de 25 ans, Majeure, donc qui avait reçu ce type de produit, alors que j'ai failli ne pas lui poser la question, puisque soit elle avait commencé à 10 ans, soit c'était pas réellement possible. Ceci dit, c'est ce qu'elle a reçu comme produit. Elle n'a pas souhaité porter plainte, mais c'est un produit définitif qui est totalement interdit. Après, la gestion des effets secondaires, on connaît nos actes, on doit être formé, bien évidemment. Il y a un nouveau DIU qui se fait actuellement et c'est très bien parce que ça va permettre d'uniformiser la profession et de la protéger. Ceci dit, c'est important qu'on ait le matériel nécessaire pour gérer nos effets secondaires. Et en général, je touche du bois, on essaie de les gérer au mieux. Après, on peut passer la main sur un dermatologue,
un chirurgien esthétique s'il y a quelque chose de plus important ou un effet secondaire important, inattendu. Ça, on échange entre les confrères et puis on peut gérer différemment. Il m'est arrivé d'avoir des effets secondaires, de ne pas réellement savoir, de communiquer avec d'autres confrères et également dans le sens inverse. Donc, Et docteur Ella, ces effets secondaires ou ces complications, il faut les faire remonter? Tout à fait, je pense que c'est indispensable. Il faut les faire remonter au laboratoire. Il y a des protocoles d'ailleurs pour ça. Le laboratoire nous communique des fiches de signalement en cas de problématique. Ça peut être lié à des numéros de lot qui peuvent être défectueux potentiellement. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir cette traçabilité. Moi, je communique beaucoup avec mes confrères. J'ai pas tant d'effets secondaires que ça. Mais quand ça arrive, on a un bon réseau. On est tous interconnectés, soit via les réseaux sociaux, par le téléphone ou par WhatsApp. Moi, récemment, j'ai une patiente qui est venue me voir plus de 6 mois après avoir fait une injection au niveau des lèvres et elle a eu un gonflement. C'est assez inhabituel. Je l'ai adressé à une collègue qui fait de l'échographie, justement, échographie sous-cutanée. Et cette patiente, quand elle est venue me voir, elle m'a dit qu'elle n'avait aucun antécédent esthétique, jamais rien fait du tout. Et à l'échographie, on pouvait voir en fait des fils tenseurs qui avaient été mis en place. Et donc, évidemment, il y a une réaction inflammatoire tardive qui a eu lieu, mais grâce à ça, j'ai pu un peu me dédouaner et faire une meilleure prise en charge. On aurait pu être embêté si je n'avais pas eu cette info. Merci. Merci à tous nos intervenants. Merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. Notre table ronde s'achève. Merci de l'avoir suivi. Nous vous proposons de nous adresser vos commentaires ou vos questions par mail à rédaction@aagedition.com et nous ferons notre maximum pour répondre très rapidement. Merci à toutes les équipes techniques pour cette réalisation et en particulier à Anti-Âge TV.